Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Martin Ziguelet, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour. Nous nous retrouvons pour nos entretiens maintenant réguliers et c'est toujours un moment important et intéressant d'échanger avec toi et bénéficier de la profondeur de tes analyses. Martin, donc, je le rappelle, tu es le président du MLPC, ancien Premier ministre de Centrafrique. Le MLPC, membre d'une coalition d'opposition à Touadéra, mais un des principaux partis démocratiques, si ce n'est le principal parti démocratique d'opposition à Bangui. Martin, première question, c'est peux-tu nous décrire la situation politique, économique, sociale générale qui règne en Centrafrique en ce moment, avant d'avancer plus en détail sur d'autres sujets? Je te remercie Alexandre, je te remercie aussi de m'avoir invité plusieurs fois pour informer, sensibiliser, aussi bien l'opinion nationale, puisqu'on est suivi aussi en Centrafrique, que l'opinion internationale sur la gravité de la situation en République centrafricaine. Malheureusement, je dois le dire, depuis notre dernière entrevue, les choses n'ont fait que s'aggraver. Et je voudrais prendre pour exemple un fait objectif. C'est le rapport de la Banque mondiale sur l'état de la République centrafricaine qui a été publié en décembre 2013, c'est-à-dire en 2023. Décembre 2023, c'est-à-dire il y a juste un mois. Et qu'est-ce que ce rapport dit? Ce rapport dit que le niveau de pauvreté de la population centrafricaine est passé de 62 à 67,5% de la population. 67,7 exactement de la population en moins de 5 ans. Et le seuil de pauvreté absolue également a augmenté. Et donc, si vous voulez schématiser, 3 Centrafricains sur 4 vivent dans la misère absolue. Et l'étendue, le cancer de la pauvreté, de la misère, parce que la misère, c'est un mot, mais derrière la misère, il y a des réalités humaines, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne mangent pas, qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent pas être en sécurité, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, qui ne peuvent pas avoir accès à des services de santé, des services sociaux de base, et qui créent le lien entre le citoyen et son pays. Et donc c'est ça la réalité de la République centrafricaine aujourd'hui. Ça, c'est des faits objectifs. Sur le plan politique, rien n'a changé, bien au contraire. Le président Touadéra a continué dans le forfait et le parjure constitutionnel qu'il a fait, parce que il a convoqué l'Assemblée nationale il y a moins d'une semaine en session, où il a fait voter une série de projets de loi pour institutionnaliser donc les institutions qu'il a taillées à sa mesure et qu'il a dépouillées de tout pouvoir en fait. Je prends l'exemple de l'ancienne Cour constitutionnelle où il y avait 11 membres et parmi les 11, il y avait 6 qui étaient élus par leur père et 5 désignés par des autorités diverses. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire, vous avez un conseil constitutionnel où 6 membres sur 11 sont désignés par le président de la République et le président de l'Assemblée, comme par hasard l'un est président du parti et l'autre est secrétaire du même parti. Ça veut dire que c'est une escroquerie politique, comme je le dis, à vaste échelle, hein, qui ne se cache pas, qui se passe chez nous. Malheureusement, cela signifie pour les forces politiques et pour les partis politiques le restreintissement de l'espace civique et politique. C'est-à-dire, on ne permet même pas aux citoyens d'exercer ses droits d'opinion sur ce qui se passe dans son pays et de s'associer selon les idées ou les convictions qu'on partage pour travailler pour son pays. Même cela n'est plus permis. Donc, comme je le disais également l'année dernière dans un entretien, et cette fois-ci écrit avec nos amis de l'Alliance progressiste, qui m'ont sollicité pour écrire sur la situation en Afrique, j'ai intitulé l'écrit l'Afrique, une chape de plomb, retour aux années de plomb. Et en Centrafrique, encore plus, retour des années de plomb et l'actualité aujourd'hui avec ce que nous voyons, cette guéguerre entre les Wagner et les Brankov. Je reviendrai là-dessus si tu me poses la question en détail. Et donc, illustre toujours cette situation incertaine au sommet de l'État. Et naturellement, pendant ce temps-là, tout ce qui concerne le développement est mis de côté.
Merci Martin, oui, description quand même, situation plus que dramatique. En effet, on avait déjà évoqué le coup de force constitutionnel, le coup d'état constitutionnel de Touadéra avec ce pseudo-référendum. Parlons davantage, sujet déjà évoqué à maintes reprises, mais qui reste hélas d'actualité, sur la présence russe via Wagner en Centrafrique. Est-ce que mais on en a déjà parlé, la mort de Prigojine a changé les choses avec une reprise en main par Wagner, par Moscou, par Poutine. Et donc où en est la situation de la présence russe Wagner à Bangui et dans l'ensemble du pays à ce jour? Oui, ce qu'il faut, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque la République centrafricaine a signé l'accord de coopération avec la Russie, c'est l'État russe qui nous a envoyé les Wagner, qui a assuré la logistique, le financement, l'armement. C'est l'État russe qui a amené les Wagner. Donc, pour ce qui me concerne, les liens entre l'État russe et Wagner ne sont plus à démontrer. C'est évident. Et donc, c'est pour ça que pendant longtemps, vous vous souviendrez de 2018 jusqu'aux environs de 2020-21, l'État centrafricain s'époumonait à dire qu'il n'y avait pas de Wagner en Centrafrique et qu'il n'y avait que des conseillers militaires russes. Vous vous en souvenez? Même dans une célèbre interview à TV5, à RFI Le Monde, à France 24, il a dit qu'il n'y avait pas de Wagner en Centrafrique, alors que le journaliste lui disait, mais j'ai vu des militaires avec des écussons Wagner, etc. Donc, c'était l'époque où on niait l'évidence. Puis après, il y a eu l'attaque de la CPC sur Bangui, où le rôle de Wagner est devenu public. Ce n'est plus sujet à débat. La mort de Prigojine, à mon avis, a encore été une situation plus difficile pour le peuple centrafricain. Pourquoi? Parce que là, on a assisté à une reprise en main directe des Wagner par l'armée russe, par l'État russe, par les officiels russes. Il est de notoriété publique que le vice-ministre russe de la Défense a été en Centrafrique. C'est pour reprendre la main sur les Wagner qui, désormais, officie vraiment comme, si vous voulez, une deuxième section de l'armée russe en Centrafrique. Et il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que les uns et les autres disent, l'emprise russe par Wagner, qui n'est qu'un faux-né, soyons d'accord là-dessus, l'emprise russe ira en se renforçant, à mon avis. Malgré la présence annoncée de Bancroft et autres, parce que, quand on est dans un pays, on connaît son pays. En Centrafrique, que des hommes et des femmes se lèvent, se réunissent en dizaines pour aller manifester devant l'ambassade des États-Unis, attaquer le gouvernement américain sur sa politique, sans la présence d'un policier, sans la présence d'une force de l'ordre. Et tout cela se passait à moins de 200 mètres de la fameuse Office central de répression du banditisme qui est repris en main par les Russes. Et donc, vous n'expliquerez à personne, vous ne convaincrez personne que cela ne s'est pas fait avec l'assentiment d'une partie de l'équipe au pouvoir. Mais ce qui est important et qu'il faut relever, parce que le diable est dans le détail, c'est que le lendemain, le gouvernement centrafricain a fait un communiqué pour condamner cette marche-là. Cela veut dire quoi? En réalité, cela veut dire qu'autour du président Touadéra, il y a deux camps. Il y a un camp qui est pour la présence et même le renforcement de la présence des Wagner, et il y a un autre qui est pour une ouverture, même sans lâcher, sans rien lâcher sur le plan de contact avec Wagner et les Russes, mais d'avoir une ouverture. Essentiellement pour pouvoir avoir accès à des ressources, à des financements internationaux. Et je pense que Touadéra, contrairement à ce que les uns et les autres disent, il est le maître du feu. C'est-à-dire, il gère cette situation en manipulant les uns les autres, en opposant les uns les autres et en cherchant à tirer chaque fois des bénéfices. Mais à mon avis, c'est un jeu qui se fait au détriment du développement de la RCA et de notre stabilité, de notre dignité même et de la réputation de notre pays. Martin, tu as évoqué une ou deux reprises justement la société privée de sécurité américaine Bancroft, donc société privée. Peux-tu nous en dire plus justement ce que ça représente? Tu l'as déjà évoqué sur ces deux camps autour de Touadéra.
Qu'en est-il de cette société américaine Bancroft et qu'est-ce que ça signifie par rapport aux États-Unis et peut-être aussi la visite de Touadéra en France à l'Élysée? Est-ce que ça rentre aussi dans ce cadre d'un camp qui souhaiterait un peu élargir les partenaires entre guillemets? Oui, moi je me réfère à des sources ouvertes, des articles de presse, pour ne pas les citer, Jeune Afrique, Africa Intelligence, Africa Confidential, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, comme on dit, je le répète encore, c'est des sources ouvertes. Donc quand vous lisez cette documentation, il est expliqué de manière détaillée que le président Touadéra a pris des engagements auprès des autorités américaines ou occidentales pour la réduction de l'influence des Wagner, en particulier des Russes en général. Et donc, dans les différents dispositifs, comme en Irak, comme en Afghanistan, c'est difficile de voir les Américains envoyer tout de suite des troupes. Donc, c'est des sociétés militaires privées qui sont envoyées sur le terrain pour prendre le pouls, pour tester aussi la volonté des uns des autres je dirais pas de renverser des alliances, mais de rééquilibrer les alliances, et puis avec les risques de confrontation réels par rapport au caractère vénal des deux démarches, il faut dire les choses clairement. Donc, et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous assistons à des manifestations d'une partie du pouvoir, et cela est plus visible sur les réseaux sociaux. Dans les groupes WhatsApp des proches du pouvoir, vous voyez, il y a des camps qui allument le feu sur les États-Unis, etc., et qui font ce qu'ils peuvent pour empêcher le développement de cette relation avec Bancroft. Bon, Bancroft dit qu'elle n'est pas liée au gouvernement américain, qu'elle est plutôt une société de protection de sites miniers, mais ça commence toujours comme ça. On nous a dit également hier que Wagner, c'était juste pour entraîner les soldats centrafricains au maniement des armements russes, et puis aujourd'hui, ils sont devenus un État dans un État. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi le pouvoir centrafricain sous-estime l'intelligence des autres. Parce que ce qu'ils sont en train de faire avec Bancroft, c'est ce qu'ils ont déjà fait avec Wagner. Le risque, pour mon pays et pour la population, c'est la confrontation. Dans quel cadre, dans quel sens, dans quelles conditions, avec quelles conséquences? C'est ça qui me préoccupe en tant que citoyen. Mais sinon, le reste, c'est du connu. C'est des manipulations d'alliances pour essayer d'en tirer des bénéfices. C'est comme quelqu'un qui marche sur du feu, il change de pied, mais il est dans le feu. Parce que ce n'est pas la situation que moi je souhaite. Je souhaite que la sécurité de la République centrafricaine soit assurée par des militaires centrafricains. Martin, justement, on a longuement évoqué la Russie et passons, si tu veux bien, un peu à l'Afrique de l'Ouest, où la Russie est également fortement présente, pour évoquer, évidemment, suite au coup d'État au Burkina Faso, au Mali et l'année dernière au Niger, ces trois pays viennent d'annoncer leur volonté de quitter la CEDEAO. Alors dans le contexte politique très instable, avec des reculs démocratiques très forts en Afrique de l'Ouest, quelle est, en tant que responsable politique, ton analyse à chaud, entre guillemets, suite à l'annonce de ces trois pays de quitter la CEDEAO il y a seulement quelques jours? Si tu me permets, mon analyse à chaud est anecdotique. Et se repose sur deux anecdotes. Comme je l'ai dit tantôt, le diable est dans le détail. Voyez-vous, hier, le ministre malien des Affaires étrangères a fait une déclaration pour dire que pour le Mali, sa sortie de la CEDEAO n'implique pas la sortie de l'UEMOA et qu'il n'envisage pas de sortir de l'UEMOA. Celui qu'on peut appeler le président, en tout cas le chef de la junte du Burkina, a dit à un autre média que eux, ils partent de la CEDEAO, c'est définitif, et qu'ils ne ferment pas la porte à une sortie de l'UEMOA, c'est-à-dire de l'Union monétaire, donc du franc CFA. Celui du Niger est resté silencieux. Ça veut dire quoi, selon mon analyse? Si les Maliens disent que ils veulent sortir de la CEDEAO, ils sortent de la CEDEAO, mais pas de l'UEMOA, ça veut dire que les raisons de la sortie de la CEDEAO, les griefs sont portés contre les États qui ne font pas partie de l'UEMOA. Et on peut tout de suite voir le Nigeria. Et dans une bonne mesure, le Ghana. Parce que
si la logique, c'est de ne plus avoir à traiter avec tous les États membres de la CEDEAO, la logique voudrait qu'on sorte et de la CEDEAO et de l'UEMOA. Parce qu'une partie des États de la CEDEAO se sont dans l'UEMOA. Mais si on sort de la CEDEAO et qu'on veut rester dans l'UEMOA et qu'on n'envisage pas de sortir de l'UEMOA, ça veut dire que les personnes ou les pays qu'on ne veut pas voir sont les autres pays de la CEDEAO, non membres de l'UEMOA, et en tête du Nigeria. Et cela nous amène à la question centrale. C'est que toute cette opération est faite pour se délier des obligations de retour à une vie institutionnelle normale. C'est ça la question de fond. Les gens qui ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina et aujourd'hui au Niger ne sont pas dans une démarche de reconstruction de leur pays. Sinon, ils iraient vers plus d'unité à l'heure du ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale. On ne comprendrait pas que des pouvoirs panafricanistes sortent des regroupements plus larges que leur propre pays. Donc, il y a cette contradiction fondamentale, illustre le fait que, et me confirme ou me conforte dans l'opinion que leur sortie de la CEDEAO n'a rien à voir avec le panafricanisme, n'a rien à voir avec la solidarité. Sinon, ils n'auraient pas mis dehors le G5 Sahel, ils n'auraient pas mis dehors Serval, ils n'auraient pas mis dehors Barkhane, ils mettent dehors tout le monde et en plus ils disent qu'il n'y a pas de solidarité. Ce qui est, évidemment, ça ne peut tromper que ceux qui veulent être trompés. Donc, leur premier souci, c'est de s'éterniser au pouvoir. Et comme la CEDEAO, après l'épisode du Niger sur lequel je reviendrai, comme la CEDEAO est en train de travailler à une reprise des discussions avec ces pays-là pour avoir des calendriers clairs et que le Mali est déjà au-delà parce que pour lever les sanctions, ils ont pris des engagements au Mali. Et les échéances, c'est février 2024. Et comme ils n'ont pas l'intention d'aller aux élections, ils ont l'intention de rester définitivement au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire partir donc tout le monde. CEDEAO, l'accord de l'Alger, l'Algérie qui a porté le Mali presque à bout de bras est devenue la bête noire, etc., etc. Chaque fois que vous leur rappelez la nécessité de la paix, de la concorde nationale, de la sérénité et de la reconstruction des institutions, vous devenez un suppôt de l'impérialisme, un valet de la France, une personne à abattre, etc., etc. Et donc, on ne peut tromper que celui qu'on veut tromper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui, à mon avis, est important également à souligner, c'est que les responsables de ces pays sont plus dangereux qu'on ne le pense. Parce que quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, que vous regardez les 3 pays du Sahel, que vous voyez même, j'allais dire, l'intimité des populations, c'est-à-dire la proximité des populations. Comment un dirigeant conscient peut décider de se retirer? C'est comme un poisson qui décide de sortir de l'eau. On ne peut pas vivre. Il y a combien de millions de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens dans tous les pays du sud de la CEDEAO? Quel est le niveau des échanges? Je ne parle pas des échanges statiqués officiellement, mais des échanges informels qui sont N fois le montant. C'est impossible. C'est une situation impossible. J'ai l'impression qu'ils veulent créer le chaos pour en profiter et justifier un discours revanchard, guerrier, etc. Mais derrière cela, il n'y a rien de construit. Il n'y a rien qui va dans le sens d'une véritable libération de l'Afrique. Et on ne peut pas parler de libération de l'Afrique en faisant venir des mercenaires et des troupes étrangères. C'est une contradiction fondamentale. Si on veut faire partir les Français, oui. On veut faire partir les Américains, oui. Mais en ce moment-là, on ne peut pas faire venir les Russes. Si on n'est pas panafricaniste, il faut faire venir les Sud-Africains. Il faut faire venir les Ghanéens, il faut faire venir les Nigériens. Si on est panafricaniste et qu'on veut réellement aller jusqu'au bout de la logique panafricaniste. Donc, et moi, pour moi, personnellement, qui suis panafricaniste réellement, le panafricanisme, ce n'est pas la xénophobie. Parce que c'est une manifestation d'un comportement xénophobe.
Et nous revenons vers un genre d'un fascisme blanc. Parce que c'est dans tous ces pays, vous l'aurez vu par hasard, tous les organes de presse sont piétinés, vilipendés. Les partis politiques, dont nos camarades de ces trois pays, on n'en entend plus parler. Et je finis par le Niger. Et là encore, c'est une anecdote. Il vous souviendra que c'est au moment où la CEDEAO voulait envoyer une mission au Niger pour discuter de la libération de notre camarade Bazoum et plus largement des engagements de la junte pour aller pour déterminer un calendrier d'une transition rapide, que la veille, ces pays sont sortis de la CEDEAO. N'est-ce pas? Et donc ça illustre que on ne sait pas à quel moment ces messieurs-là disent la vérité ou pas. Parce que lorsque vous êtes un dirigeant, même temporaire, même accidentel, vous ne pouvez pas dire quelque chose et faire son contraire. Donc, ça c'est l'analyse du politique, du militant politique que j'avance. Mais maintenant, l'analyse de l'ancien premier, c'est de citoyen, d'homme de droit que je suis, c'est que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont illégitimes et illégaux. Ils parlent du peuple. Je n'ai pas entendu parler de consultation des populations pour sortir de la CEDEAO. Je n'ai pas entendu parler de référendum. S'ils sont vraiment des révolutionnaires et ils pensent que le pouvoir c'est le peuple, mais qu'ils fassent des états généraux des populations et qu'ils disent ce qu'ils veulent. Et on saura, après ces états généraux, qu'est-ce que les populations veulent, dans des conditions de liberté, d'expression des forces politiques, des forces sociales. Je suis convaincu que leur décision ne passera pas. Et d'ailleurs, j'ai suivi le président du patronat du Mali qui a dit que la sortie de la CEDEAO, c'est un suicide, tout simplement. Martin, un grand merci pour à nouveau la profondeur et la pertinence et la force de tes analyses. Bon courage pour la suite car tu retournes bientôt à Bangui et continuer le combat, ton combat démocratique. Et on aura l'occasion d'échanger à nouveau d'ici peu, j'espère. Encore merci Martin. Je remercie la Fondation Jean Jaurès, je te remercie Alexandre Minet pour tout cet engagement personnel que tu as pour maintenir les relations et les contacts avec les forces de progrès, les partis amis et frères, et toutes les forces de progrès en Afrique. Et la Fondation Jean Jaurès est un trait d'union aussi entre les forces progressistes, parce que c'est un endroit où nous avons l'occasion de nous connaître avec d'autres camarades d'autres pays et d'échanger sur nos expériences. Parce que nous sommes des hommes d'espérance, fondamentalement. Nous sommes des hommes de courage et de lutte démocratique et d'espérance. Parce que c'est ce que nous pensons par conviction que nous devons à nos populations, à nos frères et sœurs et à ceux qui ont le plus besoin de cet engagement-là pour avoir des lueurs d'espérance. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire si on ne se bat pas? Ça veut dire que la nuit arrivera dans le village et personne ne pourra vivre. Voilà. Merci pour tout. Merci beaucoup Martin. C'est moi.